Bonjour à toutes et à tous au nouveau E-Café juridique RH avec RH Partners. C'est surtout le cabinet Veiljourde et pour l'instant une avocate, Solène, qui est avec nous et on Oui, espère très bonjour. très vite une avocate associée, Pauline Larocque-Daran, qui a rejoint aujourd'hui le cabinet Veiljourde et on est très content de partager ce moment-là également avec Pauline bientôt et Solène surtout qui est là Bonjour à tous. sur cet événement. Bienvenue à Delphine, Blondine, Nadia, Sandrine, Sandra, Christophe, Anne-Isabelle, Valérie, Tiffaine, Dominique, de Tiffaine, Pierre-Yves, Nathalie, et j'en oublie quelques-uns. Mais merci d'être présent. Donc le principe, toujours le café juridique, c'est 1 heure autour de l'actualité sociale. L'actualité sociale, elle est relativement riche. Elle va être abordée autour de 3 thèmes. Les actualités qui sont liées à l'épidémie du Covid-19. Il y a une loi et un décret sur lesquels Solène et j'espère Pauline pourront développer. Les actualités législatives, avec là également 2 approches sur la loi santé et la loi climat qui ont des implications sur nos métiers RH qui sont importantes. Et puis les jurisprudences, là aussi très très amples, sur énormément de sujets qui également vont vous intéresser, j'en suis sûr. Euh, Peut-être petit rappel sur RH Partners Île-de-France, nos activités, c'est recruter des talents, c'est accompagner des transformations, c'est optimiser les organisations RH et c'est faciliter les mobilités. On est présent à Paris, mais également à Neuilly. On est présent également sur la France entière. Et le cabinet Jourde, alors on a des bureaux au tout début de la boulevard Haussmann et on va faire 30 minutes à pied ou alors on va faire 10 minutes en métro pour arriver jusqu'au cabinet avec Jourde et avec Solène qui va pouvoir démarrer la présentation donc autour des 3 thèmes. Petit rappel de fonctionnement, vous avez un chat qui est là pour si vous avez des problématiques de connexion, si vous souhaitez partager des choses avec l'ensemble des participants. Et puis, vous avez des questions à poser en cours de présentation, n'hésitez pas. L'objectif, c'est que ça soit hyper interactif. Et donc, vous posez directement sur l'onglet questions. Maintenant, si vous vous trompez, c'est pas grave, on se débrouillera avec. Et puis, dernière chose, Thibaut est à mes côtés au niveau en tant que community manager, donc il animera également le chat à différents moments et il vous posera des questions en termes de sondage, qui sont des sondages qui nous permettent de bien comprendre vos problématiques, vos besoins et qui permettent de bien adapter nos prochains événements. Voilà, je laisse la parole à Solène dans un premier temps et j'espère à très vite à Pauline. Oui, À toi, Solène. merci. Merci Serge. Alors très rapidement, juste pour présenter le cabinet et notre équipe. Donc comme vous l'avez compris, on fait partie du cabinet Veiljourde. Donc c'est un cabinet un peu multidisciplinaire, mais surtout centré sur le droit des affaires. Et désormais, il comporte maintenant un département dédié au droit du travail, ce qui nous permet en fait de venir en appui des dossiers, notamment de restructuring, portés par les équipes en droit des affaires et notamment corporate, et du coup apporter un peu notre expertise en droit du travail. Du coup, Pauline Larocque-Daran est associée de l'équipe et à date, on est 4 collaborateurs, donc, dont moi. Et c'est vrai qu'on a une équipe structurée, donc ça a facilité notre arrivée au sein du cabinet. Bon, Pauline nous rejoindra, mais on va commencer du coup par rapport aux actualités. Donc, comme l'a dit Serge, on va dérouler la présentation sur 3 thématiques, à savoir donc, les actualités liées à la Covid, les actualités législatives et réglementaires hors contexte Covid, et ensuite, du coup, les actualités jurisprudentielles. Alors, pour commencer, le premier sujet est celui du pass sanitaire. Vous en avez forcément entendu parler, étant donné que, en dehors du contexte professionnel, tout le monde a été concerné par ce pass sanitaire, notamment dès le mois d'août pour se présenter au sein des restaurants ou des bars de manière générale, voire dans les centres commerciaux. Quel impact ça a eu au niveau du droit du travail? Ça a eu un certain impact pour certains secteurs qui sont listés en fait par décret, et notamment le secteur médico-social, à savoir tout ce qui est établissement de santé, hôpitaux, puisque pour eux, il y a eu une obligation du pass sanitaire et désormais il y a une obligation vaccinale qui a été mise en place, à savoir que lorsque le salarié n'est pas titulaire d'un schéma complet de vaccination, il ne peut pas travailler et son contrat de travail se voit suspendu, avec bien entendu du coup dispense de rémunération.
il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées, notamment sur est-ce que quand on est prestataire ou sous-traitant et qu'on est amené à intervenir dans des sociétés où justement il y a cette obligation du pass sanitaire ou pass vaccinal, est-ce que en tant que prestataire, je dois, moi, présenter un pass sanitaire? Ça s'est beaucoup posé pour notamment les opérations de livraison, parce que nous, pour le coup, on a beaucoup de clients dans le secteur de la livraison qui effectuent des livraisons aux établissements de santé. Et un document de questions-réponses du ministère du Travail suivi d'un document de d'un question-réponse du ministère de la Santé sont venus en fait préciser certaines dispositions, à savoir que le pass n'était imposé aux sous-traitants que lorsque ces derniers faisaient des activités récurrentes, amenant du coup ces prestataires à venir plusieurs fois dans les établissements de santé par semaine, et en fait également ils pénétraient dans les locaux. Par contre, il y a encore des dérogations à ce principe de prestation récurrente, prestation ponctuelle, puisque, par exemple, les activités de livraison sont complètement exclues. À savoir que même si la prestation est récurrente, les chauffeurs-livreurs, par exemple, n'auront pas à présenter de passe vaccinal. Lors d'une interview donnée début septembre, la ministre du Travail a été interrogée sur, à date, qu'en est-il? Est-ce qu'un employeur peut imposer un pass sanitaire à ses salariés alors qu'il n'est pas en fait visé par les dispositions législatives? Là, la ministre du Travail a renvoyé au texte, puisque un employeur qui imposerait la présentation d'un pass sanitaire à un salarié qui n'est pas visé par l'obligation se voit en tout cas en risque concernant une amende de 45 000 €, voire une peine d'emprisonnement d'1 an. À date, ce n'est pas envisagé d'étendre le pass sanitaire à toutes les entreprises, mais pour le coup, le gouvernement était un peu flou et a bien précisé que c'est à date et on n'est pas, protégé en fait d'une évolution de la législation sur ce point. Peut-être qu'il y aura effectivement un spectre plus large dans les mois à venir. Concernant du coup la deuxième actualité, à savoir l'harmonisation des règles d'arrêt maladie pour garde d'enfants. Alors ce système dérogatoire a été mis en place très tôt dès au final le premier confinement, et en fait vise exclusivement les personnes qui ne peuvent pas télétravailler et qui sont en fait contraintes de garder leur enfant, puisque ce dernier, par exemple, donc là avec la reprise de l'école, c'est par exemple le cas de fermeture de classe, cas contact de l'enfant ou même cas positif de votre enfant. Dans ce cas-là, au départ, il y avait en fait un peu un système hybride, à savoir qu'on différenciait si l'adulte était vacciné ou n'était pas vacciné. Parce que depuis la vaccination, en fait, on ne peut plus être cas contact si on est vacciné, de sorte qu'en fait, on ne peut pas bénéficier d'un arrêt dérogatoire et on est contraint de retourner travailler. Par un communiqué de presse du 3 septembre dernier, le ministère de la Santé en fait, a harmonisé ces règles en arrêtant en fait, de distinguer en fonction de la vaccination ou non. Dès lors, si vous avez un enfant qui est cas contact ou cas positif et que vous êtes vacciné ou non, vous pouvez bénéficier d'un arrêt dérogatoire, à savoir que vous allez être en fait placé en arrêt maladie, mais c'est donc un arrêt dérogatoire, et ce sans délai de carence, et vous allez bénéficier des indemnités journalières de la sécurité sociale. Mais par contre, il faut la condition impérative que votre poste de travail ne peut pas être aménagé en télétravail. Donc ça vise, par exemple, tout ce qui est population de cadres, ils sont souvent amenés à pouvoir télétravailler. Du coup, ils ne pourront être très certainement pas visés par ce type d'arrêt. Juste pour votre précision, en fait, ces arrêts dérogatoires ont été prolongés jusqu'au 30 septembre 2021. Et là, en fait, du coup, on a passé le délai et on n'a aucune information. On est un peu dans l'attente d'un décret qui, en fait, devrait paraître très prochainement et qui, en fait, va sûrement prolonger ces arrêts dérogatoires, étant donné que la situation sanitaire, même si elle s'améliore, nécessite toujours un peu des dispositifs un peu exceptionnels. Donc ça, la nouveauté par rapport aux arrêts pour garde d'enfants. Il y a également une nouvelle en fait, définition de la catégorie de personnes vulnérables, à savoir la deuxième catégorie de personnes qui peut percevoir des arrêts de travail dits dérogatoires. Donc, pendant le premier confinement, il y avait une liste en fonction des pathologies des salariés qui permettait ou non de rentrer en fait
dans la catégorie de personnes vulnérables et donc de bénéficier là, c'est même pas d'un arrêt, en fait, c'est un placement en activité partielle. Depuis un décret du 8 septembre, les catégories en fait, de personnes vulnérables ont été revues en 3 catégories distinctes, répondant toutes les 3 à des conditions cumulatives différentes. Seule condition en fait, qui est un peu commune aux 3 catégories, c'est à savoir, encore une fois, si le poste de travail peut être aménagé en télétravail. Dès lors qu'il peut être aménagé en télétravail, le salarié, en fait, du coup, il pourra effectuer ses missions contractuelles un peu à l'abri malgré sa situation de vulnérabilité et ne pourra donc pas bénéficier d'un placement en activité partielle. Par contre, pour les autres salariés qui remplissent ces 3 catégories, je vous renvoie au décret pour plus de précision. Mais pour ces personnes-là, il faudra du coup qu'ils transmettent un arrêt dérogatoire du coup, à leur employeur qui fera par la suite une demande de mise en activité partielle. Ce salarié bénéficiera du coup d'un taux d'allocation de 70% de sa rémunération brute et il n'y aura aucun reste à charge pour l'employeur puisqu'il se verra verser une allocation au titre de l'indemnité qu'il versera à ce salarié. Dernier point lié... Juste. Oui. Oui, juste Solène. Alors d'abord, bienvenue à Pauline qui est arrivée de Toulouse et a rejoint le boulevard Haussmann. Et merci à toi de nous rejoindre. Et puis une question de Nathalie. Des questions de Nathalie sur est-ce que c'est un arrêt dérogatoire ou est-ce qu'on peut mettre notre salarié, c'est la question précise, en chômage partiel pour garde d'enfants. Voilà. Arrêt dérogatoire ou possibilité de mettre le salarié en chômage partiel pour garde d'enfants. Tu veux répondre, Pauline, ou pas? C'est sur la question de l'harmonisation. Pardon, alors oui, ça arrive en cours. Alors, pour répondre, là, le communiqué de presse, en fait, il harmonise par rapport aux arrêts dérogatoires. Du coup, à savoir que c'est des arrêts de travail parce qu'il y a des IJSS qui sont versés, à savoir des indemnités journalières de la sécurité sociale. À date, en fait, on n'a pas vraiment de précision parce que, du coup, ces arrêts dérogatoires devaient finir. Et effectivement, pendant l'année 2020, pour les arrêts garde d'enfants, en fait, on tombait dans le régime d'activité partielle. Donc, effectivement, il n'y avait pas d'arrêt de travail, c'était plus des mises en activité partielle. Là, on attend le décret pour savoir si, effectivement, est-ce que l'employeur pourra recourir à l'activité partielle ou il sera en fait contraint de laisser le salarié en arrêt de travail avec un remboursement de la sécurité sociale. À savoir que quand on regarde le document de questions-réponses sur l'activité partielle et les taux d'indemnisation, on voit en fait effectivement que du coup, il y aura une baisse je vais en parler tout de suite après, mais il va y avoir une baisse généralisée du taux d'allocation d'activité partielle donné aux employeurs. Et on voit qu'en fait, il y a une catégorie distincte, à savoir que pour les personnes vulnérables et les personnes en arrêt pour garde d'enfants, eux bénéficient d'un taux d'activité partielle différent, puisque ce n'est pas de leur fait. Et les entreprises, ce n'est pas non plus de leur fait, donc elles peuvent bénéficier d'une allocation. Donc très certainement, il sera possible de les mettre en activité partielle, mais encore une fois, on n'a pas le décret pour le moment. Merci Solène, merci pour Nathalie. Et petite précision, Nathalie, vous n'allez pas être grondée, mais posez vos questions dans l'onglet questions. Ça sera beaucoup plus simple parce qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent sur le chat, mais qui sont plutôt liées au fonctionnement du E-Café. Donc, passez sur les questions. Merci Nathalie. Alors, et du coup, je finis sur l'activité partielle. Comme vous le savez, il y a une amorce de la baisse des taux qui a été engendrée dès le premier trimestre 2021. Et cette baisse continue et à terme, normalement, à date du 1er novembre 2021, il y aura une baisse pour tous les secteurs, que ça soit un secteur, entre guillemets, protégé, à savoir les secteurs ayant subi des baisses de chiffre d'affaires de plus de 80%, ou les établissements ayant été contraints de fermer par mesure administrative. En fait, toutes les entreprises bénéficieront d'une allocation de 36%, de sorte que l'objectif du gouvernement, c'est de faire arrêter les entreprises pour qu'elles arrêtent de bénéficier de ce dispositif et reprennent en fait leur activité normalement, entre guillemets. Par contre, voilà, c'est ce que je vous disais, il y a une catégorie où avec dérogatoire concernant du coup les salariés vulnérables et les salariés en garde d'enfants. Donc voilà, affaire à suivre pour le décret qui sera amené à sortir, mais il devrait paraître dans les jours à venir.
Alors, on en a fini sur les actualités liées au Covid et je vais laisser Pauline vous présenter la loi climat. Alors sur cette loi climat, en fait, elle est venue consacrer un nouveau rôle en fait du CSE en matière environnementale. En fait, cette consécration, elle a pris d'ailleurs un certain temps parce que quand on refait un petit peu le fil de l'histoire, eh bien, ça fait quasiment 20 ans qu'un rôle du CSE, et anciennement du CE, était envisagé en matière environnementale. En fait, ça a commencé avec la loi NRE du 15 mai 2001, qui était venue insérer dans le code de commerce une obligation alors c'était essentiellement pour les sociétés cotées, une obligation pour les employeurs de transmettre au CE certaines informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité. Donc à l'époque, c'était quand même assez ciblé au regard des sociétés visées, mais c'était déjà une première pierre à l'édifice. Ensuite, c'est en 2003, suite aux événements notamment d'AZF, que le gouvernement a souhaité donner encore une fois un nouveau rôle environnemental. Alors c'était cette fois-ci au CHSCT qui a en fait certaines attributions environnementales, mais uniquement pour les CHSCT dans les établissements à risque et à très haut risque. Ensuite, il a fallu attendre 2007 pour que cette question d'un rôle, environnemental, mais de droit commun en fait pour le CSE soit véritablement évoquée. En fait, il y a eu une concertation au moment du Grenelle de l'environnement et l'idée a germé en fait à cette occasion de donner un rôle à part entière au CSE sur les aspects environnementaux. Ça n'a pas été suivi des faits. Il a fallu attendre 2013 pour que ce sujet revienne à nouveau sur la table avec un droit d'alerte au CHSCT qui a été créé en cas d'événements graves ayant pu porter atteinte à la santé publique et à l'environnement. Droit d'alerte qui d'ailleurs en pratique n'a quasiment pas été utilisé. En tout cas, de notre expérience, on en a vu très très peu. Et en fait, il a fallu attendre 9 ans plus tard, donc la loi climat du 24 août 2001, pour qu'il y ait une véritable consécration de ce rôle du CSE en matière environnementale. Alors, consécration, oui, mais consécration qui amène à discussion, puisque on va voir qu'il y a eu trois nouveautés majeures, mais qui mériteraient d'être davantage précisées. Donc la première nouveauté, c'est que au niveau de l'article L2312-8 du Code du travail, qui est l'article qui vient poser le principe de la consultation ponctuelle du CSE en cas de projet important qui affecte la marche générale de l'entreprise, il est prévu que l'information consultation devra aussi porter sur les conséquences environnementales des actions de l'entreprise. Donc les termes utilisés sont très généraux, on ne sait pas trop à date ce que ça recouvre. Quand on regarde les débats parlementaires sur le sujet, il y a quelques exemples qui ont été évoqués à cette occasion. Pour illustration, l'exemple qui était notamment évoqué, c'était le projet de déménagement de l'entreprise. L'employeur qui normalement doit informer et consulter son CSE à cette occasion, potentiellement, il pourrait aussi être interrogé par les élus sur le diagnostic énergétique des futurs locaux, la chaîne d'approvisionnement utilisée pour le nouveau mobilier, etc., etc. Donc, tout ce qui potentiellement peut être qualifié en fait de conséquences environnementales autour de ce projet de déménagement. Donc ça, c'est le premier point. Donc, information, consultation ponctuelle au sein de l'article 2312-8. Deuxième modification, en fait, comme vous le savez, chaque année, l'employeur il est censé procéder à ce qu'on appelle les 3 grandes consultations annuelles. Donc, on a orientation stratégique, situation économique de l'entreprise et politique sociale. Et la loi climat, elle a prévu que dans le cadre de ces 3 consultations, l'employeur devra aussi informer le CSE sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Donc, ça n'est pas une nouvelle obligation de consultation ici,
mais c'est simplement qu'on considère que les conséquences environnementales, en fait, c'est un sujet transverse qui potentiellement peuvent concerner chacune de ces 3 grandes consultations. Et donc, ça devra faire partie de ces 3 consultations à chaque fois. Voilà. Et comment ça va se matérialiser en pratique? Eh bien, et ça m'amène à la 3e modification, c'est que normalement, pour procéder à l'information du CSE en amont de ces 3 grandes consultations annuelles, eh bien, l'employeur est censé alimenter la BDES, la base de données économiques et sociales, avec un certain nombre de rubriques qui sont figées par le Code du travail. À présent, eh bien, ce ne sera plus la BDES, mais la BDES, donc la base de données économiques, sociales et environnementales, qui devra donc comprendre un nouveau thème sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Voilà, donc c'est par ce biais, en fait, que l'information du CSE sera effectuée dans le cadre de ces 3 grandes consultations. Alors là-dessus, là où, pour le coup, pour savoir qu'est-ce qu'on doit mettre en fait dans la BDES à date, eh bien, il y a des articles réglementaires qui sont très très clairs avec voilà, des sous-rubriques avec les informations à intégrer dedans. Pour le moment, nous ne disposons pas de ces éléments pour la rubrique environnementale, donc on est encore en attente de précision sur ce sujet. Voilà, donc à suivre de près, puisqu'on a hâte de voir du coup qu'est-ce que ça va recouvrir également comme document. Donc voilà pour cette loi climat qui a quand même des impacts qui sont importants et qui, de mon point de vue, sont le début, en fait, très certainement de nouvelles obligations pour les prochaines lois à venir sur ces aspects environnementaux. Alors, autre nouveauté à côté de la loi climat, c'est la loi santé qui a aussi été publiée pendant le mois d'août et qui, du coup, influe aussi sur les ressources humaines et notamment sur les missions du CSE. Alors, cette loi santé, en fait, elle transpose dans la partie du coup législative l'accord national interprofessionnel santé de 2020 qui a été pris du coup en décembre 2020 et donc qui est maintenant inclus en fait dans les dispositions notamment du Code du travail. Cette loi, elle a été faite en fait sur 4 axes majeurs, à savoir renforcer la prévention de la santé dans les entreprises et décloisonner en fait tout ce qui est santé publique et santé en droit du travail et notamment la médecine du travail, renforcer donc les pouvoirs des services de santé au travail au sein des entreprises et notamment du coup mieux accompagner certains publics, notamment, surtout les personnes handicapées ou même les personnes avant leur départ en retraite. Concrètement, quelles sont les mesures phares qui ont été prises par cette loi et qu'il convient d'avoir à l'esprit dès maintenant? Je dis dès maintenant, mais il faut savoir que les dispositions de cette loi ne rentrent pas en vigueur tout de suite et en fait rentrent en vigueur seulement le 1er mars 2022, voire en 2023 et 2024 concernant certaines dispositions. Donc, il faut juste avoir à l'esprit qu'en mars 2022, il y aura des changements pour pouvoir mettre en place ces changements dès maintenant, ou en tout cas adapter l'organisation de vos fonctionnements en interne. Première mesure phare, c'est les dispositions concernant le document unique d'évaluation des risques. Alors, pour rappel, le document unique d'évaluation des risques doit être mis en place au sein des entreprises, et ce depuis 2002. Les entreprises doivent avoir un document répertoriant les risques en fonction de chaque poste de travail et en fait prendre des mesures correctives pour les salariés pour les préserver en fait de ces risques-là. Ce document unique d'évaluation des risques doit être tenu à disposition notamment du CSE, des salariés, mais surtout de l'inspection du travail qui contrôle très souvent les entreprises et encore plus maintenant suite à l'épisode Covid, puisque comme vous le savez, les entreprises ont dû mettre à jour leur document unique d'évaluation des risques pour inclure les risques de contamination liés au Covid. Donc, c'est vraiment un document au final qui était obligatoire, mais bon, les entreprises ne s'y conformaient pas forcément. Au vu des contrôles qu'il y a eu ensuite de l'épisode Covid, les entreprises se sont vraiment affairées à mettre à jour leur document unique d'évaluation des risques. Le problème, c'est qu'il y a eu en fait un peu des questionnements sur, par exemple, est-ce qu'il faut associer les représentants du personnel dans la mise à jour de ce document unique d'évaluation des risques? La réponse n'était pas très claire au début, puisque la Cour de cassation, en fait, dans un arrêt du 12 mai 2020,
a considéré que, en fait, non, il n'y avait pas à consulter le CSE, notamment pour la mise à jour. Cependant, vous avez pas, il y a eu beaucoup d'arrêts qui ont été pris, notamment pendant le premier confinement. Je pense surtout à l'arrêt concernant la société Amazon, où justement Amazon en fait avait mis à jour ce document unique d'évaluation des risques, mais un peu de manière unilatérale, à savoir que les représentants du personnel n'avaient pas été associés ni au stade en fait du compte rendu, en tout cas de l'analyse des risques, ni au stade de la mise à jour concrète du document unique. Le tribunal judiciaire en référé a condamné la société Amazon, qui a dû notamment fermer ses établissements en raison du non-respect de cet impératif en fait, d'associer les représentants du personnel. Désormais, l'obligation en tout cas est claire, puisque maintenant c'est une obligation légale. Elle est dans le Code du travail, à savoir qu'il convient d'associer les représentants du personnel à la fois lors de l'élaboration et de la mise à jour du document unique d'évaluation des risques. Autre nouveauté concernant ce document unique, c'est la possibilité pour un ancien salarié de demander à son employeur la communication de ce document. Avant, c'était cloisonné aux salariés présents dans les effectifs, et un ancien salarié n'avait pas le droit de demander à son employeur, enfin son ancien employeur, de lui communiquer un tel document. Et c'est quand même une nouveauté qui met un peu en risque les entreprises, entre guillemets, puisque, admettons, un salarié a fait l'objet d'une maladie professionnelle et fait une action contre son employeur à la suite de la rupture de son contrat de travail. Il pourra de ce fait demander ce document unique, et s'il n'a pas été mis à jour, ou en tout cas s'il ne prévoyait pas un risque afférent à son poste de travail, du coup sera beaucoup plus à même d'obtenir une indemnisation, puisqu'il aura un moyen de preuve quand même très probant à ce sujet. La nouveauté également concernant le document unique, c'est la durée de conservation. Il n'y avait pas forcément de durée spécifique sur la conservation des données. Maintenant, la loi a imposé une conservation d'une durée de 40 ans. Donc c'est très important. Et pour ce faire, et en fait s'assurer que les entreprises vont bien conserver les documents, parce qu'à date, c'est des fichiers un peu dématérialisés, mais conservés en interne, ou même des fichiers papier pour les entreprises qui sont un peu en retard sur la numérisation des documents. Et désormais, et ça à partir du 1er mars 2023 pour les entreprises de plus de 150 salariés, ce document unique devra être déposé sur une base de données dématérialisée appartenant en fait à l'État. C'est comme par exemple lorsque vous concluez des accords, maintenant il faut les déposer de manière dématérialisée pour certains, pour pouvoir être accessible de tous. Là, ce n'est pas forcément pour rendre public le document unique d'évaluation des risques, c'est juste pour que le gouvernement, voire l'inspection du travail, puisse s'assurer que vous avez bien conservé le dit document. Donc ça, c'est des grands changements. Il faudra vraiment prendre en compte le fait qu'il faut associer les représentants du personnel dans la mise à jour, sous peine en fait, du coup, de délit d'entrave et d'une condamnation de l'inspection du travail à ce titre. Une question de Laurence concernant le DER. Est-ce que cela veut dire qu'il faut archiver toutes les versions? Est-ce qu'il faut avoir toutes les versions ou simplement les dernières versions? Non, il faut avoir, toutes les versions. Parce que par exemple, avant la crise Covid, vous aviez votre document unique d'évaluation des risques, du coup, qui n'incluait pas en fait ce risque Covid. Vous l'avez enregistré, vous l'avez ensuite mis à jour. Les mises à jour, elles prennent effet que pour l'avenir, à savoir à partir de 2020, pour sûrement des années à venir sur un long terme. Mais par exemple, maintenant, votre salarié, il est sorti des effectifs un peu avant le Covid. Il a eu une maladie professionnelle, il fait une action maintenant. Lui, ce n'est pas le document unique d'évaluation des risques actuel qui va l'intéresser, mais surtout celui qui était applicable pendant la relation contractuelle. Donc non, il faut bien conserver toutes les versions pour en fait être à même de démontrer que en fait, sur une période donnée, vous aviez quand même ce document unique d'évaluation des risques, même s'il a été mis à jour plus tard. Du coup, autre nouveauté également par la loi santé, c'est la nécessité d'établir un programme de prévention, notamment en fait, lorsque vous mettez à jour votre document unique d'évaluation des risques, en fait, vous regardez quels sont les risques et quelles sont les actions que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour protéger vos salariés. Et donc, toutes ces actions sont consignées en fait dans un programme de prévention qui doit être présenté au CSE lors de la consultation sur la politique sociale. Donc, c'est une obligation qui concerne seulement les entreprises de plus de 50.
Mais pour les entreprises de moins de 50, il y a quand même une obligation qui est imposée par la loi, c'est à savoir que l'employeur va devoir présenter la liste des actions qu'il projette de mettre en œuvre. Donc, bon, au final, que vous ayez une petite ou une grosse entreprise ou un CSE avec des missions élargies ou non, il y a quand même une obligation sur cette exigence de programme de prévention qui est plus ou moins importante en fonction du coup de l'effectif de votre entreprise. Il y a également une actualité qui concerne tout spécifiquement le CSE. On voit vraiment que entre la loi climat et la loi santé, le gouvernement donne vraiment la priorité sur la négociation d'entreprise, mais surtout en fait sur les pouvoirs du CSE et leur association dans la vie quotidienne en fait de l'entreprise. Comme vous savez, les membres du CSE, lorsqu'ils bénéficient d'un premier mandat d'élu titulaire, ils peuvent bénéficier d'une formation qui est d'une durée de 3 jours, notamment sur les missions qu'ils sont amenés à exécuter. Et cette formation peut concerner spécifiquement les termes de la santé et de la sécurité au travail, notamment pour les membres élus qui font partie de la commission santé et sécurité au travail. La loi a élargi en fait ces jours de formation, puisque dorénavant, il y a 5 jours de formation lors du premier mandat de l'élu qui devront être dédiés à du coup, la santé et la sécurité. Ces 5 jours de formation se passent à 3 jours en cas de renouvellement de mandat, mais demeurent à 5 jours si, en fait, lors de renouvellement de mandat, le membre élu appartient à la communauté santé et sécurité au travail. Donc, c'est vraiment important d'avoir ces jours à l'esprit, puisque en fait, cette formation sera financée par l'employeur. Par contre, il y a une nuance qui a été mise en place par la loi, à savoir que pour les entreprises de moins de 50 salariés, la formation pourra être prise en charge par les OPCO. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque pour les petites entreprises, du coup, elles n'auront pas forcément à supporter le coût de ces formations. Autre et dernière nouveauté de cette loi santé, c'est la mise à jour de la définition du harcèlement sexuel dans le Code du travail. En matière de harcèlement, il y a une double définition, entre guillemets, puisque le harcèlement tant moral que sexuel sont définis à la fois par le Code pénal, mais également par le Code du travail. Et la définition du Code pénal, notamment concernant le harcèlement sexuel, a fait l'objet d'une mise à jour lorsqu'il y a eu la loi qui a été prise notamment pour outrage sexiste et propos à connotation sexiste, sauf que cette définition n'avait pas fait l'objet d'une mise à jour au sein du Code du travail. Désormais, ça n'a pas été une refonte, hein, c'est juste pour harmoniser en fait ces définitions portées par le Code pénal et portées par le Code du travail. Désormais, le Code du travail en fait fait mention des propos à connotation sexiste qui peuvent être tenus au sein de l'entreprise. Auparavant, on parlait seulement de propos à connotation sexuelle. Donc c'est complètement différent même, puisque on ne vise pas en fait les mêmes propos. Et il y a également une mention concernant le harcèlement moral et sexuel de groupe. Donc ces deux ajouts qui, en fait, quand on en parle comme ça, on se dit, bon, bah, ok, très bien, effectivement, ça couvre du coup plus de comportements. Mais en fait, ça va avoir un impact au sein des entreprises. Pourquoi ? Puisque, pour rappel, dans le règlement intérieur, vous devez avoir des dispositions relatives aux sanctions concernant les comportements pouvant être qualifiés de harcèlement sexuel ou harcèlement moral. Du coup, au 1er mars 2022, date d'entrée en vigueur des dispositions, il faudra mettre à jour vos règlements intérieurs pour se conformer en fait à cette nouvelle définition du harcèlement sexuel. Et pour ce faire, du coup, il faudra consulter le CSE puisque pour la mise à jour du règlement intérieur et pour son élaboration, il faut consulter le CSE pour le mettre à jour. Donc, au final, cette conséquence qui, en pratique, ne laisse pas supposer de grandes nouveautés, en fait, va avoir des impacts au sein des entreprises. Donc ça, c'était la dernière nouveauté de la loi santé. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, c'est quand même des lois au final qui sont plutôt lourdes de conséquences, notamment en interne, surtout sur le rôle du CSE dans l'application de ces nouvelles dispositions. Petite question d'Anne-Isabelle qui demande une précision. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une prise en charge par le CO d'une manière totale en fait des formations pour les entreprises de moins de 50 salariés ? C'est bien ça ? Quand on lit le texte, effectivement, il y a marqué qu'il y a une prise en charge pour les entreprises de moins de 50. Après, est-ce qu'il y a un décret qui va être pris en application pour préciser dans quelle proportion ? C'est possible. À la lecture du texte, il y a une prise en charge. Après,
potentiellement totale, du coup. Mais encore une fois, étant donné que les dispositions rentrent le 1er mars 2022 en vigueur, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un décret qui vienne préciser en tout cas cette prise en charge. Ok, merci. Merci Anne-Isabelle également. Posez vos questions et continuez à vous poser vos questions, puis je ferai le relais. Autre sujet, l'égalité professionnelle homme-femme. Alors, je pense que sur tous nos derniers webinars sur les années 2021 et 2020, on vous a alerté sur la mise à jour, la publication de vos index, sur toutes les autres obligations en matière d'égalité professionnelle homme-femme. Et maintenant, en fait, si vous voulez, après cette phase d'accompagnement des entreprises sur ce sujet, eh bien, la DGT a décidé qu'était venu le temps du contrôle. Et donc, c'est une instruction DGT en fait, qui a été transmise début septembre au service de l'inspection du travail. Donc, c'est qu'une instruction qui est interne, qui n'est pas publiée, mais qui vient préciser aux inspecteurs du travail comment contrôler, qui contrôler en premier, etc. Donc, vous l'aurez compris, il y a vraiment une volonté de la DGT d'initier maintenant une démarche de vérification, donc des règles en matière d'index égalité homme-femme et des négociations périodiques obligatoires en matière d'égalité homme-femme. En sachant que la DGT a annoncé que l'objectif, c'était qu'avant la fin d'année 2022, eh bien, toutes les entreprises de plus de 50 salariés aient été contrôlées. Voilà, donc vigilance et rattraper en tout cas vos obligations si ça n'est pas encore le cas, puisque voilà, les contrôles vont démarrer. Sujet important, là. Oui. Comme tous les sujets, moi c'est ce que je vois, c'est qu'on a vraiment des autorités législatives qui sont cruciales, je pense, pour les entreprises. Oui, et puis sujet important parce qu'il a sorti d'une sanction surtout qui est quand même non négligeable pour les entreprises. Parce que pour rappel, le non-respect des dispositions, ça entraîne un risque en tout cas d'amende pénale de 1% de la masse salariale. Donc, ça suppose évidemment qu'il y ait un contrôle, ça suppose qu'il y ait une première mise en demeure qui soit adressée par l'inspection du travail et qui ne soit pas suivie des faits. Mais bon, il convient malgré tout d'être très vigilant. Merci. Autre petite nouveauté, les entreprises peuvent prendre des mesures, notamment pour les activités sociales et culturelles des salariés, à savoir qu'il peut y avoir des prises en charge en fait, d'abonnements sportifs des salariés et le bulletin officiel de la sécurité sociale est venu apporter des précisions sur le régime social avantageux qui peut être appliqué à ces indemnités versées aux salariés, à savoir que l'indemnité versée sera exonérée dans la limite de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale multiplié par l'effectif de l'entreprise. Donc voilà, c'est une petite précision qu'il convient d'avoir à l'esprit puisque de nombreuses entreprises, nous c'est notre constat, ont pris beaucoup de mesures suite au Covid en fait, pour améliorer entre guillemets la qualité de vie des salariés en leur permettant de bénéficier du coup d'aide pour des activités sociales et culturelles. Et enfin, dernière toute petite nouveauté de ces derniers jours, c'est la revalorisation du SMIC au 1er octobre, de 2,2%, qui s'inscrit dans le contexte dont vous avez tous entendu parler, de hausse du coût des matières premières et du coût de l'énergie. Voilà, donc c'est applicable depuis vendredi. Et je rebondis aussi sur le régime social avantageux pour les indemnités activités sociales et culturelles, à savoir que le bulletin officiel de la sécurité sociale a aussi été mis à jour concernant en fait les indemnités transport. À savoir, en fait, c'est un peu dans le cadre de la loi climat du coup, on pouvait cumuler en fait les indemnités kilométriques durables. Donc ça couvre seulement les indemnités kilométriques vélo, avec en fait le remboursement des titres de transport public. Parce que ça, pour le coup, c'est une obligation légale pour l'employeur. Et en fait, le barème maximum pour cumuler en fait, les deux indemnités était de 500 € et maintenant, il est porté à 600 €. Donc, autre petite nouveauté. Ok. Alors maintenant, le pari, on aime bien jouer au café juridique. Donc, il y a 7 jurisprudences principales que vous avez sorties. 7 jurisprudences. Il reste 20 minutes. Donc, ouais. Paris tenu, on y va? Bien sûr. Je compte sur vous. Merci.
Alors, donc, première décision, c'est une décision de la Cour de cassation du 15 septembre 2021 qui concerne les limites de recours au temps partiel. Alors, plus exactement, quand on aménage en fait le temps de travail des salariés, il y a plusieurs cas de figure. C'est-à-dire que soit on retient ce qu'on appelle, c'est le classique, un aménagement hebdomadaire du temps de travail. Ça veut dire que concrètement, eh bien, le salarié est soumis à 35 heures et on va regarder à la fin de la semaine s'il a dépassé les 35 heures, donc s'il a fait des heures supplémentaires. Ça, c'est l'aménagement classique hebdomadaire du temps de travail. Il est possible, donc soit dans le contrat, soit par accord collectif, de retenir un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Donc, ça veut dire qu'on peut retenir un aménagement sur 2 semaines, sur 4 semaines, sur 3 mois ou à l'année. Bon, la plupart du temps, on est soit sur du mensuel, soit sur de l'annuel. Et ces dispositions, évidemment, elles sont applicables aussi pour les temps partiels. Donc, ça veut dire qu'on peut tout à fait avoir un contrat à temps partiel à la semaine, mais aussi avoir un temps partiel au mois ou à l'année. Et donc, se poser la question, et c'est un sujet qui revient assez régulièrement en pratique, c'était poser la question de savoir si, lorsque je retiens un aménagement mensuel ou annuel pour un temps partiel, eh bien, est-ce que je peux, à la semaine, dépasser 35 heures? C'est-à-dire, si au mois, par exemple, au lieu d'être à 151h67, eh bien, je vais être à 100 heures, est-ce que je peux dire, sur ma première semaine, je vais faire 40 heures, et ensuite, eh bien, je vais faire 10, et ainsi de suite pour arriver à 100. Ce qui veut dire que sur mon mois, je serai bien à temps partiel, d'accord, j'aurai 100 heures. Mais par contre, j'aurais dépassé la durée, enfin, j'aurais atteint et même dépassé la durée légale du travail sur une semaine. Alors, nous, dans notre analyse des textes, on espérait en tout cas que ce soit possible, puisque l'objet de l'aménagement sur une période supérieure à la semaine, c'est justement d'avoir de la flexibilité. D'accord ? C'est encore plus vrai quand on est sur de l'aménagement annuel. Et donc finalement, venir rajouter une limite que le texte ne pose pas, eh bien ça enlève cette flexibilité pour les temps partiels. Bon, ça n'est pas la position qui a été retenue par la Cour de cassation, qui est venue d'ailleurs confirmer, qui avait déjà posé cette condition en 2019 et qui est venue la confirmer en 2021. Elle considère que quand on est en temps partiel, quel que soit l'aménagement du temps de travail retenu, en l'occurrence dans ce cas-là, c'était un aménagement mensuel, on ne peut pas dépasser 35 heures sur une semaine. Sinon, la conséquence, c'est quoi ? Eh bien, c'est que le contrat est requalifié en temps plein. Voilà, donc, flexibilité, oui, mais avec malgré tout certaines contraintes sur le temps partiel. En sachant que la Cour, elle ne s'est pas prononcée à date sur la question de l'annualisation du temps partiel, mais au vu de la façon dont est rédigée la décision, voilà, on ne peut que considérer que ça s'applique également à un aménagement annuel. Voilà, donc ça, c'est sur la question des temps partiels. Ensuite, autre décision intéressante. Donc là, on est plus sur des questions de procédure, mais voilà, ça concerne le harcèlement, qui est un sujet qui est encore très présent dans les conseils de prud'homme. En fait, là, c'était une salariée donc, qui estimait avoir subi un harcèlement, et il se trouve qu'elle avait été défendue, en tout cas par l'action d'un syndicat qui avait saisi le conseil de prud'homme en référé pour qu'il y ait une enquête qui soit menée sur les faits de harcèlement. Et elle, après l'action du syndicat, eh bien, elle a aussi saisi le conseil de prud'homme pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat. Et elle avait été déboutée de sa demande parce que le conseil de prud'homme avait considéré de façon très surprenante, d'ailleurs, qu'il y avait unicité de l'instance, vous savez, et que du coup, il ne pouvait pas y avoir deux actions en parallèle sur un même sujet, et elle considérait qu'il y avait autorité de la seule jugée. Bon, ce qui était très surprenant, parce que déjà, on ne parlait pas des mêmes parties à la procédure, et surtout l'unicité des instances n'existe plus dans le conseil de prud'homme, et l'autorité de la seule jugée, ça suppose qu'on parle exactement de la même chose, qui n'était pas le cas en pratique. Voilà, donc elle est un peu venue du coup réaffirmer ces principes de la Cour de cassation dans le cadre de cette décision du 8 septembre dernier.
Autre jurisprudence rendue dernièrement, c'est l'action rappel de salaire et la prescription qui lui est applicable. Là, dans les faits d'espèce, en fait, c'était un salarié qui avait une convention de forfait jour et il a invoqué du coup l'inopposabilité de son forfait jour. C'est notamment les demandes qui sont effectuées par les salariés lorsque, par exemple, les conventions individuelles ou même les accords collectifs ou accords de branche sur lesquels prennent appui les conventions individuelles ne sont pas complets, ou par exemple lorsque le contrôle de la durée du travail du salarié, à savoir notamment ça prend effet en fait dans le cadre des comptes soit mensuels, et il y a également des entretiens annuels qui sont imposés pour le suivi de la charge de travail. Lorsque toutes ces modalités pratiques ne sont pas mises en œuvre, le salarié en fait fait souvent des actions pour du coup déclarer la convention de forfait jour inopposable. Et quelles conséquences ça a? Ça a pour conséquence que en fait, le salarié retombe dans la durée légale de travail, à savoir 35 heures, et demande du coup des rappels d'heures supplémentaires pour toutes les heures qu'il a fait au-delà de 35 heures. Dans le cas présent, donc, le salarié fait son action et l'employeur en fait invoque la prescription de sa demande, puisqu'il considère que la demande ne concerne pas un rappel de salaire à proprement dit, mais en fait une demande concernant l'exécution du contrat, et donc qui se prescrit par 2 ans. Sauf que bon, la Cour de cassation est venue rappeler que les demandes en rappel de salaire se prescrivent par 3 ans. De ce fait, l'action du salarié n'était pas prescrite. Donc voilà, pas de grande nouveauté, c'est juste en fait un rappel des délais de prescription applicables en cas de demande de rappel de salaire et d'action en exécution du contrat de travail. Alors, autre actualité, c'est sur un peu les élections professionnelles du CSE et en fait les annulations pour non-respect de l'obligation de parité. Dans le cas présent, donc c'était des élections professionnelles qui avaient été effectuées, et en fait sur une des listes d'un des élus titulaires, il n'y avait pas le respect de l'exigence de parité, et donc par la suite, suite à une action de salarié, il y a eu une annulation de l'élection concernant ce salarié élu titulaire. Sauf que du coup, l'employeur, pour en fait pallier à la carence du poste, à savoir qu'il n'y avait plus de titulaire concernant ce salarié précisément, il a en fait appliqué les règles de suppléance du Code du travail, donc du coup qui sont applicables en cas d'absence du salarié titulaire. Donc il a passé le suppléant en titulaire, sauf que la Cour de cassation en fait, est venue préciser qu'un tel système n'était pas possible, à savoir que dès lors que l'élection de l'élu est annulée, on ne peut pas en fait appliquer les règles de suppléance du Code du travail qui s'applique seulement en cas d'absence du titulaire et non en cas d'annulation de l'élection. La seule en fait possibilité pour l'entreprise, si à terme il n'y a plus assez d'élus titulaires, c'est d'organiser des élections professionnelles partielles. Mais dans le cas présent, les conditions n'étaient pas remplies. Donc en fait, il fallait juste continuer le cycle électoral, le cycle du CSE avec du coup un élu titulaire en moins parmi les membres du CSE. C'est en fait simplement une confirmation en fait de plusieurs jurisprudences qui ont été rendues par les tribunaux judiciaires. Là, c'est juste c'est un arrêt avec plus de force puisque c'est rendu par la Cour de cassation. Ensuite, donc là, il s'agit d'une décision qui vient répondre à une question qui était encore en débat sur la possibilité ou non pour un syndicat de désigner un représentant syndical au CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés. Alors, pourquoi se poser cette question? Puisque, pour rappel, pour la désignation d'un représentant syndical au CSE, le code, il fixe 2 règles. Il nous dit, soit on est dans une entreprise de plus de 300 salariés, auquel cas le représentant syndical au CSE peut être désigné parmi les salariés qui remplissent les conditions d'éligibilité au CSE, d'accord ? Soit on est dans une entreprise de moins de 300 salariés, et auquel cas, le représentant syndical au CE, en fait, c'est le délégué syndical, qui est de droit représentant syndical au CSE. Et donc, quid de la question des entreprises de moins de 50, puisque le délégué syndical, lui, ne peut être désigné que dans les entreprises à partir de 50 salariés. Et lorsqu'on est dans une entreprise de moins de 50 salariés, eh bien, il y a une dérogation possible en fait de désignation du DS, qui est le DS peut être
un représentant en fait du CSE, peut-être désigné parmi les représentants au CSE, mais ça ne peut pas être une personne qui n'est pas au CSE. Et la difficulté, c'est qu'il y a un principe jurisprudentiel qui nous dit interdiction du cumul des mandats de membres du CSE et de représentants syndicaux au CSE. On ne peut pas être à la fois membre et à la fois RS au CSE. Et donc, sachant que dans les entreprises de moins de 50, le DS, il est nécessairement membre, ben, par définition, il ne pouvait pas non plus être RS. Donc, se poser la question de savoir s'il pouvait y avoir désignation d'une autre personne, peut-être, donc une nouvelle catégorie. Et la réponse, c'est non. La Cour de cassation, elle a été catégorique d'ailleurs sur le sujet, en expliquant que le texte ne prévoit pas cette possibilité, donc pas de désignation de représentant syndical au CSE dans les entreprises de moins de 50. Ensuite, donc, autre décision donc, qui est une confirmation, mais qui mérite d'être rappelée, puisque c'est un principe important qu'on rencontre souvent quand on procède à des restructurations, notamment dans des entreprises. En fait, sur le principe à travail égal, salaire égal, eh bien, on dit toujours de longue date que ce principe d'égalité de traitement, il ne s'applique qu'à l'intérieur d'une même entreprise. Donc, ça veut dire qu'il ne s'applique pas ni au sein d'une unité économique et sociale composée d'entreprises distinctes, ni au sein d'un groupe de sociétés. Okay. Ça n'est qu'au sein d'une même entreprise qu'on peut comparer la situation des salariés pour vérifier si le principe est respecté. Maintenant, il y a toutefois une réserve qui est apportée à ce principe d'exclusion. C'est le cas de l'UES, où effectivement, on peut appliquer le principe d'égalité de traitement au sein d'une UES entre des sociétés distinctes lorsque les salariés travaillent dans un même établissement. D'accord ? Donc, en l'occurrence, c'était le cas. De mémoire, c'était 4 salariés qui ont saisi ensemble, qui n'appartenaient pas à la même société et qui pourtant eh bien, ont pu obtenir l'application du principe d'égalité de traitement. Donc, qu'est-ce qu'a considéré la Cour? Qu'en réalité, ils étaient dans des situations et des conditions qui étaient comparables. Bon, ce qui peut être contestable et ce qui nous semble, à notre sens, c'est une décision qui ne peut être envisagée qu'au sein d'une UES et donc pas vraiment au sein d'un groupe de sociétés au sein d'un groupe de société, il n'y a pas cette notion d'unité économique et sociale, de relation entre les travailleurs, de partage d'une même communauté. On est vraiment sur des liens juste qui sont capitalistiques. Donc, on espère qu'il ne puisse pas y avoir de transposition en fait à la situation d'un groupe. On t'entend plus, Solène. Merci. Les réflexes. Alors, dernière jurisprudence de ce e-café juridique, c'est sur l'exigence de consulter le CSE lorsqu'il y a une modification du règlement intérieur qui est envisagée. Alors, en temps normal, lorsque vous mettez à jour votre règlement intérieur, il y a cette nécessité de consulter le CSE. Sauf que là, dans les faits d'espèce, il y a une nuance. À savoir que lorsque vous faites votre règlement intérieur ou lorsque vous mettez à jour, vous l'envoyez à l'inspection du travail qui contrôle les dispositions du règlement intérieur pour voir s'il n'y a pas des dispositions qui sont contraires les games ou qui imposent des obligations contraires à la loi, à savoir. Et l'inspection du travail peut formuler des injonctions de modification de certaines clauses. Dans le cas de l'espèce, c'était exactement le cas, à savoir que l'inspection du travail a contrôlé le règlement intérieur et a formulé certaines injonctions de modification à la société. La société a procédé à la modification des clauses n'étant pas validées par l'inspection du travail, mais n'a pas consulté le CSE. Le CSE a donc fait une action pour délit d'entrave, sauf qu'en fait, la Cour de cassation a répondu que dès lors que les modifications en fait, prenaient appui sur des injonctions faites de l'inspection du travail, il n'y avait pas de nécessité de consulter le CSE à ce titre, puisqu'on ne rentre pas dans l'exigence de consultation sur la modification initiale du règlement intérieur. On est vraiment dans l'étape après, à savoir après le contrôle de l'inspection du travail. Donc, c'est encore une petite précision pratique qu'il faut avoir à l'esprit si jamais vous avez des injonctions de l'inspection du travail dans le cadre de la modification de votre règlement intérieur.
9h56, on a 4 minutes d'avance, Serge. Bravo. Encore une fois, grand bravo d'avoir tenu les temps et encore une fois avec une actualité très, très, très ample. Je sais pas, est-ce que vous, qui êtes vraiment des professionnels du suivi, est-ce que vous avez déjà vu un mois de septembre et un été aussi riche en termes de mouvements juridiques? Très sincèrement, c'est le droit du travail. C'est toujours très, très riche. Ce qui justifie la participation d'un grand nombre de professionnels à nos webinars, parce que c'est une matière qui nécessite d'être tout le temps au fait de l'actualité. Alors qu'on avait quand même fait un webinar au mois de juillet, où on avait déjà une actualité qui était dense, et là, on a évoqué de tout nouveaux sujets encore. Donc, ouais, c'est assez impressionnant. Ouais. Moi, je retiens quand même la loi climat et la loi santé qui, pour moi, sont vraiment à prendre en compte et pas à la légère. Et le positionnement du site du CSE, peut-être qu'on prévoira peut-être d'ailleurs un webinar spécifique par rapport au CSE, que ça me semble vraiment des sujets cruciaux. En tout cas, moi, je rencontre dans mon quotidien avec des clients ou des contacts RH aujourd'hui sur ces problématiques-là. Je ne sais pas, vous, de votre côté, s'il y a des thématiques comme ça qui ressortent avec vos différents clients. Si, tout à fait. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous les participants. Vous avez donc le support qui va être téléchargeable. Là, Thibaut nous a mis le lien immédiatement, mais vous le recevrez également. Vous recevrez également un lien avec le replay. Voilà, donc vous pourrez réécouter calmement, au ralenti, en accéléré ou passer à telle ou telle partie. On prépare les prochains webinars. Pour nos amis parisiens, on réfléchit encore à une formule idéale. Donc, on vous a posé un petit sondage en cours de route. N'hésitez pas à nous envoyer un mail ou m'envoyer un mail en disant « moi, je serais intéressé par telle formule ou telle thématique ou telle approche ». Il est très difficile aujourd'hui de jongler entre le présentiel et le webinaire. Le webinaire a l'avantage de pouvoir comme ça, de manière très très rapide. Maintenant, on aimerait bien prendre un peu plus de temps sur des thématiques et de pouvoir partager et de pouvoir que vous puissiez également échanger entre vous. Et échanger, voilà. Et donc, on va garder évidemment les webinars, mais on est en train de travailler sur un événement, sur un petit déjeuner, sur un lunch, sur un cocktail, je ne sais pas quoi, en tout cas, qui nous permettrait de partager. En tout cas, merci à vous, merci Nadia et à Blondie également pour le petit message. Et merci à vous, merci à Solène, merci à Pauline. Et puis n'hésitez pas évidemment à revenir vers Pauline et Solène, voilà, qui aujourd'hui ont un rôle important au sein du cabinet Veil Le Jourde voilà, et pour lequel je pense que ça peut être important que vous puissiez échanger avec elles sur vos problématiques. Voilà, bah écoutez, très très bonne journée. Le soleil va revenir, là il pleut, mais il fera très beau très bientôt, je ne sais pas quand, mais bientôt. Et en tout cas, portez-vous bien. Merci à tous, très bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.